Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, ce n'est pas le débat, c'est le début d'un processus qui va nous amener pendant 4 mois à un débat. Un débat avec, dans un premier temps où ce problème de vidéosurveillance est, je dirais, un enjeu. Aujourd'hui, c'est d'essayer d'aller le plus loin possible dans la chance que nous avons d'avoir des experts et des gens qui connaissent ce sujet. Merci pour cette journée et maintenant je donne la parole directement à Jean-Louis Blanchot. Merci. Merci, Monsieur le maire. Les enquêtes Ipsos que j'ai trouvées, qui datent de 2007, l'une qui a été commandée par le ministère de l'Intérieur, l'autre en 2008 commandée par la CNIL, montrent que plus de 70% des Français se déclarent très ou plutôt favorables au recours à la vidéoprotection, tout en y mettant un bémol, c'est-à-dire tout en disant qu'il faut que cela se fasse dans un cadre respectueux des libertés. Nous disposons aujourd'hui d'une enquête qui a été réalisée par les inspections générales du ministère de l'Intérieur. L'enquête a été et reste contestée. Mais l'enquête montre que c'est un outil utile. Le taux d'élucidation reste encore modéré en raison d'une densité de caméras, d'une part, souvent insuffisante, et en raison, d'autre part, de matériel qui ne permettent pas toujours une identification précise des personnes. Ils disent c'est modéré parce qu'on n'a pas suffisamment de caméras, parce que les caméras ne sont pas toujours suffisamment précises. En zone urbaine, la norme telle que nous la voyons d'expérience, c'est une caméra pour 2000 habitants à peu près. Alors il y a un coût d'investissement, il y a un coût de fonctionnement qu'il ne faut pas se cacher, sur lequel il faut jouer. L'État est disposé à vous aider à faire face à l'investissement. Toute atteinte à une liberté publique doit être sévèrement encadrée et sévèrement réglementée. C'est l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Comme c'est une atteinte fondamentale, elle doit être provisoire, c'est-à-dire soumise à un réexamen régulier de l'atteinte. Toutes les règles font qu'une évaluation ne vaut que si elle est menée par un tiers impartial et indépendant. Donc, des inspections générales d'un corps, d'un ministère de l'Intérieur et autres, ce ne sont pas des corps indépendants et pouvant effectivement jouer ce rôle d'évaluateur par rapport à une politique. Je crois que c'est une règle européenne qui est claire et que si la France ne se soumet pas à ces règles d'évaluation, un jour ou l'autre, elle encourra, c'est sûr, la censure de la Cour européenne de justice en la matière. Les élus locaux, d'une façon générale, grognent. Et je reprendrai une parole de mon président Charles Gautier qui dit toujours « Qui décide paye ». Or, le gros problème actuellement, c'est que nous avons un État qui veut décider, mais qui ne paye pas. Quand le gouvernement dit à juste titre « Il faut absolument un diagnostic », il faut bien s'assurer qu'il n'y a pas d'autre moyen que la vidéo pour obtenir le même résultat. Tous ces beaux principes sont quand même largement mis en échec quand effectivement on a cette réalité budgétaire assez dure. En l'état actuel, malheureusement, oui, force est de constater qu'il s'agit plus de dépenses fort peu efficaces des deniers publics en l'état actuel, hein, encore une fois. Alors est-ce qu'on peut l'améliorer? Oui, mais on en revient à des choses que j'ai déjà dites. C'est-à-dire que tout le paradoxe de cette affaire consiste fondamentalement à vendre cette technologie comme une substitution à des moyens humains. Alors que toutes les études montrent que pour que cette technologie soit efficace, elle suppose le renforcement des moyens humains. Mais son coût est tel qu'il oblige en réalité fatalement à abandonner d'autres dépenses. Alors, je développerai cet exemple de la ville de Saint-Étienne, qui disposait d'un réseau de 67 caméras en 2008. Un équipement technique en réseau de caméras représentait en moyenne pour la ville, un équipement sur 7 ans, une somme d'environ 350 000 € par an. La maintenance du réseau de caméras coûte environ 25 000 € par an. Le centre de supervision urbaine, qui gère la vidéosurveillance, emploie 28 agents. À cela s'ajoutent les coûts d'entretien du centre lui-même, les coûts d'audit initial et d'évaluation annuelle du dispositif. Au total, on arrive à au moins 1,3 million d'euros. Par comparaison, pour la ville de Toulouse et ses 440 000 habitants, un système équivalent à celui de Saint-Étienne coûterait donc au moins 3,3 millions d'euros. Et si on appliquait la norme donnée ce matin d'une caméra pour 2000 habitants, on arriverait à 5,3 millions d'euros.
c'est-à-dire l'équivalent, selon les postes, de entre 150 et 200 emplois temps plein d'autres types d'agents municipaux. La fonction de prévention de la vidéosurveillance est plus souvent affirmée que démontrée par des projets à niveau local. Ce sont surtout les cas les plus graves qui sont de temps en temps élucidés. Et c'est un peu étonnant que sont les autorités locales qui vont payer en Italie, au niveau régional et municipal, des systèmes de prévention qui en réalité sont beaucoup plus utiles pour des politiques nationales et pas sur les aspects de prévention. L'efficacité de la vidéosurveillance n'est pas indépendante du contexte physique et spatial dans lequel elle est mise en œuvre. Les caméras de surveillance n'ont pas d'impact significatif sur la criminalité dans des espaces publics vastes et diversifiés. Au contraire, dans des zones bien délimitées où les accès sont peu nombreux, comme par exemple les parkings, les hôpitaux, la fonction de contrôle, c'est plus facile. On a plusieurs études sur l'impact de la prévention qui démontrent, par exemple, que l'éclairage de la voie publique, des espaces publics, est plus productif et plus efficace que l'implantation des caméras. Et en général, dans les cas qui ont été analysés, la pose des caméras de surveillance ne semble pas être capable de réduire la perception d'insécurité. On est vraiment, pour ce qui concerne Bordeaux, dans une attitude, monsieur le maire, excessivement modérée de l'utilisation du système de vidéoprotection. Nous avons en tout état de cause 26 caméras de vidéoprotection sur la ville. Et j'ai envie de dire qu'on ne proposera au maire l'installation de caméras à cet endroit que si véritablement on a la conviction que ça peut apporter quelque chose de supplémentaire et que tous les autres dispositifs ne sont pas efficaces avant de mettre celui-là en place. Le directeur départemental de la sécurité publique dit au maire de Bordeaux, « Monsieur, après une période pendant laquelle la délinquance a terriblement diminué sur Bordeaux dans les années 2007-2008, elle a réaugmenté en 2009 et elle redescend. Est-ce que c'est le fait de la vidéoprotection? Pas sûr. Pas sûr. À mon avis, c'est le fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, de l'addition et de la complémentarité de l'ensemble des actions, police municipale, police nationale, prévention, vidéoprotection, etc., qui fait qu'un léger infléchissement. Et c'est le personnel que nous avons en place derrière les caméras de vidéoprotection, sa formation, qui me paraît être un des points essentiels du dispositif. À Londres, c'est possible pour la salle d'opération centrale de la police métropolitaine avoir accès à environ 60 000 caméras. Les caméras sont souvent installées aux commandes des citoyens. Mais c'est une question d'attitude publique. Tout le monde a la responsabilité pour maintenir l'ordre public. Chaque voisinage à Londres, par exemple, a son comité de citoyens. Cet comité considérait et décidait les priorités pour la police locale. C'est absolument essentiel de consulter nos citoyens avant d'établir un système de vidéosurveillance et aussi périodiquement pendant l'opération des caméras. Nous avons participé avec EFUS et M. Michel Marcu à nous décrit la charte qui contient tous les principes plus importants pour le code éthique et le contrôle démocratique des caméras. Nécessité, proportionnalité, responsabilité, transparence et légalité. In Mannheim in der Tat in einer ganz anderen Liga, da geht es nicht um... Nous n'avons pas 60 000 caméras, à Mannheim nous avons uniquement 8 caméras.
Das bedeutet, von den De ces 8 caméras dont je vous ai parlé tout à l'heure, il n'y a plus que 3 en service actuellement. Les autres ont déjà été arrêtés, ne fonctionnent plus. Ce qui est important pour le succès de la vidéosurveillance, c'est de regarder 24 heures sur 24, d'avoir toujours quelqu'un derrière l'écran, de réagir très vite et d'avoir aussi les effectifs pour pouvoir intervenir très rapidement. La critique principale qui avait été faite au départ par les citoyens, c'était la protection des données. Nous avons trouvé une solution technique. Tous les enregistrements sont écrasés automatiquement au bout de 48 heures et on ne peut pas les reconstituer. Au cours des 8 ans, on a vu une baisse de la délinquance à Mannheim de 21% et uniquement pour le centre-ville de 38%. Pourquoi est-ce que les taux de délinquance n'ont pas augmenté suite à l'arrêt de notre système de vidéosurveillance? C'est justement en 2007 que la ville a amélioré beaucoup l'éclairage dans ce secteur et a également procédé à d'autres améliorations du mobilier, enfin a amélioré le secteur. La question de la vidéosurveillance est évidemment déterminante pour nous à la CNIL puisqu'elle peut poser le problème du traçage des individus. C'est la raison pour laquelle nous avons, lors de différents contacts avec le Sénat, posé le problème de la mise en place d'un contrôle national qui pourrait être exercé par la CNIL. Ça nous permettrait de gommer la distinction existante aujourd'hui entre les systèmes qui sont mis en place dans le domaine où le public a accès et ceux dans lesquels il n'a pas accès. L'objectif de ces contrôles, pour nous, ce serait de vérifier que, sur le terrain, on respecte bien les règles fixées par la loi, qui consistent par exemple à dire qu'il faut déterminer quelles sont les zones vidéosurveillées dans une commune, qu'il faut également déterminer clairement quel est l'objectif poursuivi par la vidéo. Il faut fixer des durées de conservation, qui ne doivent pas dépasser 1 mois. Il faut déterminer qui peut avoir accès au système. Et puis enfin, chose qui est très souvent oubliée, il faut donner la possibilité aux citoyens de pouvoir accéder aux images le concernant. De tout cela, le responsable, c'est le maire. Dans ces conditions-là, je crois qu'effectivement, on pourrait à ce moment-là apporter la garantie que, à la fois, le citoyen verrait le développement des dispositifs de vidéosurveillance pour hausser le niveau de sécurité publique, tout en garantissant le niveau de préservation des droits individuels. Maintenant, il s'agit de savoir si le Sénat le votera au mois de septembre, je l'espère, et ensuite, il faut évidemment que l'Assemblée nationale reprenne ce texte, le vote, que le gouvernement donne son accord pour accomplir ce progrès en matière de protection des données personnelles. Les propositions du président turc sont à la fois intéressantes, mais elles ne résolvent pas le problème. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, ces garanties n'existent pas réellement et concrètement, et que c'est une raison supplémentaire pour être extrêmement vigilant par rapport au processus d'installation de vidéosurveillance. Mais ça n'enlève pas la question fondamentale en amont, faut-il ou non installer des caméras de vidéosurveillance? La vidéosurveillance, c'est une dérogation au système des libertés, et il faut donc non seulement passer par la loi pour le faire, mais faut-il encore que l'atteinte qui soit portée, la restriction qui soit portée, soit proportionnelle. C'est même très exactement écrit dans la déclaration de 1789, qui est pour nous un texte fondateur et fait partie intégrante de notre Constitution. Or, en quoi est-il proportionnel de répondre à une situation donnée, à un moment donné, dans un endroit limité, par des mesures généralisées, et qui donc, par conséquent, dépassent totalement l'objet même de ce que l'on prétend combattre. Ce système-là est un système de loi des suspects. Ce que je refuse, c'est le discours gouvernemental aujourd'hui qui en fait la règle, qui décide que, et d'ailleurs par-dessus votre tête d'élu local, en disant si vous ne les installez pas, on les installera et on le fera. C'est dans un amendement, je crois, de la LOPSI là-dessus. Quelques mots donc de conclusion. D'abord, pour remercier tous les intervenants, très chaleureusement. Tous ont amené des fondamentaux qui montrent qu'on n'a pas à se précipiter et que le débat, en termes de construction, est nécessaire. Il ne peut pas y avoir
une méthodologie sans une appropriation collective du débat et des décisions à prendre. En ce qui nous concerne, nous avons une obligation, c'est d'être en réponse par rapport à la façon dont l'espace public évolue. Il y a nécessité de travailler sur ce que l'on a mis en place autour de la tranquillité, en particulier en partenariat avec l'État sous toutes ses composantes, la police évidemment, mais aussi la justice, l'éducation nationale ou autre. Merci et à bientôt évidemment.